Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme il est de coutume, à ETélé, nous célébrons les grandes dates. Et la date d'aujourd'hui en est manifestement une. 16 janvier 1977, ça fait 47 ans que les mercenaires de Bob Denard, envahissaient notre pays. Nous allons tout au long de cette soirée revenir sur cette séquence historique d'une importance capitale. Nous allons analyser ce fait, peut-être revenir sur les enseignements d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur le 16 janvier 77 sous toutes ses coutures. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 heures et je serai principalement avec vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir François-Xavier Noumont, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir particulièrement aux familles Carlos et aux familles défunts de martyrs du 16 janvier 1977. Voilà, vous l'évoquez, vous venez de l'évoquer. Nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, de revenir sur d'entamer notre séquence sur le 16 janvier 1977, dont je déclinerai le programme tout à l'heure. Hier, nous avons perdu Jérôme Carlos, une icône de la presse béninoise, un écrivain, un homme talentueux, en tout cas salué de tous depuis hier. Les hommages sont unanimes. Il ne peut en être autrement dans la mesure où Jérôme Carlos a traversé toutes les générations. Il est le premier directeur de l'Office national d'imprimerie du Dahomey, donc ce qui est aujourd'hui l'ONIP, qui imprime le quotidien qui était Tao Express, qui est devenu Ouzou et qui est aujourd'hui La Nation. Donc, Jérôme Carlos fut le premier directeur général de cette organisation. Mais il fut également chroniqueur à la radio nationale, journaliste à la radio nationale. Il a dû s'exiler 22 ans durant en Côte d'Ivoire, en aimant un magazine ID, d'Ivoire Dimanche, entre autres. Et il est revenu au pays, promoteur donc de le centre africain de la pensée positive, qui a donné son nom à la radio Cap FM, et une radio qui anime le débat dans la diversité qui caractérise le doyen Jérôme Carlos, un homme de toutes les générations, un homme d'une ouverture d'esprit extraordinaire, qui, disons, a accompagné la promotion, le développement, disons, les moments, même les moments de turbulence de la jeune presse privée. La nouvelle génération, Jérôme Carlos a toujours été là. Aujourd'hui, c'est vrai, nous le pleurons parce que simplement il a semé du bon grain et aujourd'hui il va nous manquer. Voilà, personnellement pour vous, s'il y a disons, quelque chose à retenir, qu'est-ce qui vous a marqué en le côtoyant? Non, je vous ai dit que c'est un homme de diversité. Voilà quelqu'un qui a un sens d'écoute extraordinaire. Il a un sens d'écoute extraordinaire et qui reçoit tout le monde. Sa porte est ouverte à tout le monde. Quand tu dis à Audouin, j'ai envie de vous voir, il dit, je vous attends sur mon pavillon. Ça, le pavillon, c'est à Cap FM. Il avait un hangar quand il était au niveau de la GMB là-bas à Papa. Et de l'autre côté, après, bon, ils ont aménagé dans les locaux même de la chaîne, mais de la radio. Ce qui est caractéristique de Jérôme Carlos, c'est sa constance. C'est sa constance. C'est pas un homme qui triche avec lui-même. C'est pas un moralisateur en père. Mais il sait vous conduire vers l'idéal. Et l'idéal, c'est l'écoute mutuelle. L'idéal, c'est la compréhension mutuelle. L'idéal, c'est le respect mutuel. Et l'idéal, c'est que la presse est au carrefour de tout. La presse ne peut se pervertir, mais la presse ne peut s'assujettir non plus. La presse a des exigences, mais la presse a besoin de moyens. Donc, c'est cette presse ouverte, diverse, diversifiée, plurielle, c'est ça qui est caractérisé le doyen Carlos. La disponibilité constante, l'humilité. Vous voyez, cette année qui aurait pu être mon père, cette année, mais il te voit, se lève président, le peuple est debout. Quand il te dit ça, mais tu as des frictions. C'est ça que Jérôme Carlos, c'est cette humilité. Moi, j'ai eu la chance d'assurer très jeune des responsabilités au niveau donc de l'union au niveau de la corporation. Et je président de l'union des journalistes de la presse privée du Bénin à 30 ans. Donc, déjà à cet âge, vous voyez, donc ajouter à l'époque à celle de Carlos 30 ans plus.
Hein, et vous voyez que c'était presque 30 ou 25. Oui. Vous voyez, c'est quand même un aîné qui est ton papa, mais qui a ta disponibilité. Tu as des réunions, il est là. Il est là, il prend la parole comme tout autre. Nous devions organiser des états généraux de la presse. Avant ça, nous devions faire des formations à des jeunes journalistes. L'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, qui a gagné un marché au niveau de la HAC, dans le cadre de l'aide de l'État à la presse privée du Bénin, qui doit assurer une formation. Et nous avons estimé qu'il faille aller plus loin au-delà de petites formations. On a eu une formation de 3 semaines, en 2001, septembre 2001, et à qui on a fait appel, Jérôme Carlos, pour coordonner. Et cette formation a démarré un certain lundi 11 septembre. De 2001. De sinistre mémoire. Un certain lundi 11 septembre 2001. Et Carlos a conduit cette formation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir quand même de les citer parce que il faut parler de cette promotion à Bengpan. À Bengpan, que ce nom que Jérôme Carlos a attribué à cette promotion parce que c'était, je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs possibles parce que aujourd'hui, il y a plein de personnalités aujourd'hui du monde des médias comme du monde universitaire. Je citerai le professeur Patrick Granou. Par exemple, qui était de cette promotion, l'expert Franck Kenevor, le docteur Yacine Rayon, le docteur Gérard Goyon, Madame Annick Djimadja, qui est encore Michel Aono, qui conduit une plateforme aujourd'hui pour la carte de presse. Qui encore, je pense que je ne sais pas si le docteur, beaucoup de personnalités. Si le professeur Gadabel n'est pas de la promotion. Donc, c'est de dire qu'il y en a, c'est une promotion importante. Le conseiller Franck Potiemé, il est de cette promotion, et ainsi de suite. Donc, nous avions, avec Carlos, conduit cette formation, et à la fin, c'était une famille qui s'est créée, et il nous a reçus à déjeuner, à dîner au bord de la lagune, et après, donc il s'est créé cette symbiose. Ça, c'est Carlos. Mais vous voyez comment il est disponible à l'heure. Et président, ça marche, ça va, le peuple est prêt à changer. Donc, c'est disponible. Et ça c'est pour la formation. On croit de Carlos dans les mutations, professionnelles que nous avons conduites personnellement. Et dedans, l'état général de la presse de 2002, Carlos était là avec nous. Dès qu'on a besoin de lui, on lui parle, il nous conseille. On va sur le terrain, on fait ce qu'on pouvait. Et aux états généraux, il était déjà vice-président du Présidium. J'en étais le président. Le premier vice-président, je pense, c'était lui. Et le second, c'était Assevi Akwete. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Et nous sommes retrouvés chez le président Mathieu Kérékou, un de ses joueurs à l'audience. Et quand le président Kérékou l'a vu, bon, ils ont salué. Après, Kérékou a dit, bon, voilà, je vous écoute. Il dit, on nous donne la parole à notre président. À notre président, c'était moi. Donc, c'est un peu Carlos ça. Quand le bateau tangue, lors des débats, c'est lui qui vous souffle ce qu'il faut faire. Il est disponible. D'ailleurs, comme d'autres, comme le doyen Séville aussi, il y en a d'autres. Mais nous parlons aujourd'hui de Jérôme Carlos. Ouais. Et donc, il a été, comme je l'ai dit, à ces états généraux, nous gardons de lui les 16 chantiers. Les 16 chantiers des états généraux. Parce qu'au moment où nous cherchions comment nous allons décliner ça, est-ce que c'est des recommandations générales, les conclusions générales, il dit non, vous devez trouver quelque chose qui marque l'esprit, qui est mesurable, quantifiable, mesurable. Donc, du coup, il nous sort, donc, donner quelque chose de quantifiable comme 5 chantiers, 10 chantiers, 20 chantiers. Donc, les chantiers, et nous allons les énumérer, nous allons les marquer, les marquer. Donc, les pointer au marqueur. Et c'est comme ça que nous sommes allés à 16 chantiers. Donc, les 16 chantiers des états généraux de la presse de 2002. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a pu faire, on sait ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, ça, c'est encore de Jérôme Carlos. Si je dois vous parler de Carlos avec nous, je peux continuer. Continuer. C'est dire que c'est une personnalité immense de la profession. Et ça ne vous échappe pas que dans tous les secteurs possibles, il a été honoré par plusieurs éducations. Il y a un bon magazine que Florence a fait sur lui et qui est passé hier sur la télévision nationale. Il y a la plateforme. Il y a le coach Vieira. Je pense qu'ils sont à une ONG à une organisation qu'il a célébré il y a pas longtemps. Le coach Vieira. Il y a les politiques qu'il a côtoyés. Voilà quelqu'un qui n'a jamais voulu se mettre devant. Les gens l'ont démarché pour être conseiller à la HAC, président de la HAC. Non, les jeunes sont là. Faites confiance aux jeunes. Dans le cas de Dawawe et sa revue de presse en fond, par exemple,
Nous, en tant que responsables de la profession, on a beaucoup stigmatisé cette forme. Il dit non, ça c'est la créativité, il faut laisser le jeune, Donc, sur les questions déontologiques parfois que ça posait, Carlos nous dit il faut accepter la diversité. Bon, donc, parfois on n'est pas tous d'accord, mais finalement, avec le temps et l'expérience, nous nous rendons compte que oui, il fallait ça. Et ces derniers propos d'ailleurs, le 6 janvier dernier, je pense que dans l'émission que ça radio a dit, c'est encore la question de la diversité. Je pense que je ne trahis rien en disant que le 29 septembre dernier, nous avions voulu, dans une certaine organisation, que je ne vous raconte pas, donc nous avons voulu lui faire un hommage la veille de son anniversaire. On n'a pas pu. C'est dommage parce qu'à l'époque, à ce jour-là, nous voulons lui annoncer que nous ambitions, non, de lancer un institut Jérôme Carlos, média, développement, diversité, pour montrer combien nous comptons poursuivre et faire croître le grain qu'il a semé et qui essaye de devenir un arbre, un véritable un roc, au niveau non seulement de la presse, mais au niveau de l'humanité. L'humanité, l'homme, et Jérôme Carlos incarne toutes ces valeurs. Donc ça sera faire aboutir ce projet sera peut-être l'un des hommages. Nous verrons bien ce que c'est que, mais je pense que c'est dommage, on n'a pas pu pousser ça. Bon, mais je pense que le ciel a décidé autrement. Voilà. Juste pour finir sur ce sujet, est-ce que dans notre contexte aujourd'hui politique, cette voix singulière manque? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, oui, à chaque fois, vous l'aurez remarqué, tout le monde pense aux chroniques de Jérôme Carlos. C'est resté comme un héritage. D'abord le timbre, le rythme, le timbre et le contenu. Tout y est. Et ça veut dire que je dis que c'est un homme de diversité, c'est un homme d'humilité, c'est un homme qui ne fait pas de la morale, mais vous conduit vers l'essentiel. Oui, au niveau du contexte politique, ça manque énormément. Ça manque énormément. J'ai eu à le dire d'ailleurs. Vous savez, ce que nous avions fait en 2002, les États généraux et les unions que nous avons créées, ça n'allait pas de soi. Nous avons laissé nos plumes dedans. Nous avons laissé de vos personnes. De nos personnes. Et quelques amis, je ne sais pas le moment. Mais s'il n'avait pas été là, mais ce jour, je ne vais pas vous raconter des séquences, on a l'occasion. Ce soir-là, ce matin-là, où on devrait créer l'UPMB, le 30 avril, où des gens ont saccagé, tout fait pour empêcher ça. Saboter le projet. On saboté le projet, 30 avril 2004. Ça n'a pas été 2002, ça n'a pas été évident. Mais quand on s'est retourné, qui on a vu derrière nous? Jérôme Carlos. On a eu d'autres années, à Labada, on a eu Agota, oui, on a eu d'autres années. Mais nous parlons de Carlos qui était beaucoup plus proche. Là-bas, il était conseiller à la RAC, donc du coup, pas accessible. Et Agota, dernier vice-président. On n'avait pas cette facilité de contact, même s'ils sont toujours disponibles. Mais Jérôme, c'est comme carrément l'allié, c'est l'ami, c'est le copain, c'est l'aîné qui est toujours là, présent à chaque fois. Et donc, oui, il y a beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est un médiateur professionnel. Vous voyez, ce médiateur manque aujourd'hui. Quand il dit médiateur, parce que sa porte était ouverte à tous les courants. Et il ne prend pas position, mais il conduit chacun vers la solution. Et donc, oui, c'est un médiateur professionnel que nous avons, qui est parti. Au niveau de la classe politique, nous manquons aujourd'hui ce médiateur. Que furent les cardinaux Gantin, le Monseigneur de Souza, pour Mathieu Kérékoura, à la conférence nationale et à l'après. Je pense que la presse a eu son médiateur national, qui fut Jérôme Carlos. Aujourd'hui, au niveau du champ politique, on en a besoin. Et ça manque. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire on aura certainement l'occasion de revenir plus en détail sur le parcours de cet homme qui nous a quittés hier et dont les hommages continuent d'affluer. Nous allons revenir à présent à notre édition spéciale consacrée au 16 janvier 1977. Très rapidement, capitaine Napoléon Maforican, j'ai envie de vous poser une question qui n'est pas anecdotique. Vous étiez où ce 16 janvier? J'étais à Gouti.
J'étais à Kouti, dans la commune d'Avrancou, chez moi. Et est-ce que ça a résonné? J'étais enfant, oui. Et ça a résonné? Oui, j'ai ri parce que ça devient aujourd'hui anecdotique, mais ça, quand j'y pense, je me vois comment la révolution, contrairement à la grande rhétorique des intellectuels qui ne comprennent pas grand-chose à l'affaire, la révolution avait marqué les gens. Et en ce moment-là, justement en 77, il y en avait qui étaient prêts à mourir, justement. Et à Kouti, il y en avait qui voulaient mourir parce que ce jour-là, nous allions à l'église et vous voyez les gens courir dans tous les sens avec machettes, avec les branchages, pour dire comment, avec des chansons révolutionnaires, pour dire qu'ils veulent aller combattre les mercenaires. Alors bon, pour quelqu'un qui a 7 ans, 8 ans, peut-être aussi précieux, on ne peut pas savoir ce qu'on appelle mercenaire. Donc on ne peut pas le savoir, c'est qui on appelle mercenaire. Donc, du coup, on a été obligé, donc, on est retourné à la maison, on n'a plus fait la messe, je pense qu'il n'y a même plus eu de messe, parce que tout a été vidé, parce qu'on dit, ah, les mercenaires arrivent, évidemment. Si vous pouvez savoir que ça se joue à 60 km. Donc, voilà, j'étais à Kouti ce dimanche 16 janvier 1977. Voilà. Aujourd'hui, 47 ans après, s'il faut recontextualiser un peu tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous diriez? Écoutez, l'enfant a grandi et a traversé aussi les âges. Je pense que moi j'ai fêté, nous avons commémoré la fête des martyrs pendant longtemps. Et ces martyrs, nous les avons célébrés à chaque 16 janvier 1977 parce que, comme je vous ai dit, au village, j'ai vu, j'en ai presque l'émotion, j'ai vu au village, j'ai vu des gens qui connaissaient personne, qui étaient presque des illettrés, étaient prêts à aller combattre la révolution, aller combattre les mercenaires pour défendre la révolution. Ça, c'était ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ça? Voilà tout mon problème. Est-ce qu'on a encore ça aujourd'hui? C'est l'éveil du peuple, l'émulation, le sens de l'honneur, de l'engagement patriotique. Est-ce que nous l'avons encore aujourd'hui? Moi, j'ai grandi dans ça. J'ai connu que ça. J'ai grandi dans ça. Mais depuis 20-30 ans, je me perds. Donc, presque la moitié d'âge, j'ai grandi dans ça. Et presque la moitié d'âge, je me pose d'énormes questions sur l'engagement citoyen. D'abord de notre élite elle-même, et ensuite maintenant de ceux des générations, non seulement celles que je constitue, mais les générations qui suivent. Et là, j'avoue que je perds un peu mes repères, parce que tout ça a disparu. Ça a disparu déjà à la conférence nationale où on a botté en brèche cette date en la reléguant à une simple journée souvenir qu'on ne commémore même pas. Je salue les autorités et depuis Boni Yahi, ou bien depuis le retour de Mathieu Kérékou, qui au moins ont ramené au moins le dépôt de GEP symbolique. Et je salue la mémoire de Mathieu Kérékou, qui au moins, revenu aux affaires, a essayé, son gouvernement a essayé, sous le ministre d'État Pierre Shaw, ministre de la Défense, de revoir la situation, tout au moins de rétablir la situation des parents qui sont restés dans le dénuement, la pauvreté et l'oubli. Donc, pendant longtemps, alors que leurs parents ont spontanément se sont mis en disponibilité pour défendre la révolution. Voilà un peu, j'ai un goût d'amertume, un goût de déception quand même. À chaque 7 janvier, je me sens un peu maître. Pas, parce que je me dis toujours qu'il y a une sorte d'ingratitude de la nation vis-à-vis des gens. Alors donc du coup, on se pose la question, mais à quel niveau d'engagement? Et donc, les gens, chacun dans le chacun court après ses propres intérêts, partout, dans l'entreprise, dans l'association, dans l'engagement citoyen, dans l'État, tout le monde s'occupe de ce que lui va gagner, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas continué, on n'a pas développé ce sentiment patriotique où on est prêt à mourir pour la patrie. Ça n'existe pas. C'est pour ça que nous le disons, il faut célébrer ces martyrs, même si c'était une période révolutionnaire. La conférence nationale n'a pas eu le sens d'ouverture et l'élévation d'esprit. Et les autorités qui ont de la transition ne l'ont pas fait non plus. Pour lorsqu'il fallait célébrer, il fallait disons, voter la loi sur les jours fériés, même si le 16 janvier n'est pas férié. En France, il y a beaucoup de jours commémoratifs. Beaucoup de jours. Même les jours, même les faits, les faits polémiques. Sont commémoratifs, parce que l'histoire, on ne doit pas enlever un pan de l'histoire, on doit raconter l'histoire, on doit transmettre l'histoire à la génération pour qu'il n'y ait pas de déformation. On doit la raconter tous les ans, les histoires qui vont marquer l'État. Et ce 16 janvier 1977 a marqué l'État béninois.